Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours très heureuse de vous accueillir dans ce lieu qui nous suit déjà depuis quelques années, la Maison de l'Amérique latine. Madame Hélène Bidard, adjointe à l'égalité femmes-hommes de Paris, Madame la présidente de l'Université Paris Diderot, Christine Clerici, chère Sylvie Lebon de Beauvoir, présidente d'honneur, mes amis, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chère lauréate, Sara Garcia Gross. Donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la remise du prix Simone de Beauvoir 2019 pour la liberté des femmes. Je remercie Sylvie Lebon de Beauvoir de contribuer au travail de la Fondation et au rayonnement du prix. Le prix a été créé en 2008 sous la présidence d'honneur de Sylvie Lebon de Beauvoir par Julia Kristeva qui en a été la première présidente. Je remercie l'ensemble des membres du jury très chaleureusement pour leur implication et les actions menées en 2018. Je voudrais les citer parce que ce travail accompli bénévolement a permis au prix et à la Fondation de pouvoir développer énormément d'actions. Constance Borde, Pierre Bras, Nicole Fernandez-Ferrer, Madeleine Gobeil-Noël, Smaïn Lacher, Sylvie, évidemment, Rachida Legmati, sans laquelle ce travail ne pourrait pas avoir lieu, ne pourrait pas exister, Annette Lévy-Villard, Sheila Malovani-Chevalier, Tiffaine Martin, Alice Schwarzer, Julie Augras. La Fondation Simone de Beauvoir, abritée par la Fondation Paris Diderot, a été créée pour poursuivre le combat et l'engagement de Simone de Beauvoir, ce long chemin d'émancipation des femmes et la conquête de l'égalité. Elle a pour mission de lever des fonds, en premier lieu destinés au prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, qui veut aider partout dans le monde toute œuvre écrite ou toute action individuelle ou de groupe allant dans ce sens. Les lauréates du prix incarnent ce long et difficile combat d'exister à travers soi et pour les autres. Ainsi, à travers leurs œuvres, leurs actions ou prises de parole, elles incarnent la liberté. Je voudrais ici citer quelques-unes, notamment Aslı Erdogan, qui a été notre lauréate en 2018, qui continue, à partir de l'exil, à lutter contre les pressions en direction des journalistes et intellectuels exercés par le gouvernement turc. Aujourd'hui, malheureusement, nous célébrons aussi un anniversaire, celui de l'assassinat des 3 femmes kurdes à Paris. La situation s'est extrêmement dégradée pour les yézidis, pour les Kurdes, et l'abandon des forces démocratiques, laïques, progressistes dans la région n'augure rien de bon pour les amoureux de la liberté. 4 ans après les attentats de Charlie Hebdo, la liberté d'expression doit être plus que jamais défendue. Il faut aussi rappeler le combat de Giusy Nicolini, lauréate en 2016, ancienne maire de Lampedusa. Son combat résonne avec justesse aujourd'hui face aux chemises brunes qui se réjouissent de fermer les ports et de laisser ainsi les migrants sombrer en Méditerranée. Le silence de l'Europe aujourd'hui nous alerte, tous et toutes, face à notre responsabilité. Rappelez aussi le combat de Bouchra Belhaj Hamida, membre de l'Association des femmes démocratiques tunisiennes, lauréate en 2012, qui a mené avec pugnacité la Commission des libertés individuelles pour les droits successoriaux en Tunisie. Quel courage, quel modèle pour nous tous. Enfin, Michel Perrault, qui est là et que je salue, lauréate en 2014, qui a publié ce bel ouvrage sur une féministe de la première heure, George Sand. Je la remercie chaleureusement de nous suivre sans relâche dans nos actions. Je suis heureuse de vous accueillir ce matin. Vous êtes nombreux et nombreuses, des visages familiers, des militantes, des féministes, des intellectuels, pour ensemble rendre hommage à Sara Garcia Gross. Simone de Beauvoir continue à inspirer une pensée et à diffuser une pensée en actes à travers le monde. La publication de la Pléiade ainsi que la mise au programme de l'agrégation des mémoires d'une jeune fille rangée nous encourage en 2019 à poursuivre ce combat pour l'inscription de son œuvre dans l'enseignement et l'éducation des plus jeunes.
Et cela m'amène à féliciter tout particulièrement Sylvie, avec le comité directeur mené par Eliane Le Carme-Tabonne, qui est présente, qui pendant 8 ans ont mené un travail acharné, une des meilleures Pléiades. Oui, nous attendons avec plaisir les Pléiades suivantes, avec les écrits philosophiques, les romans et surtout le deuxième sexe, sans oublier la correspondance si riche de notre auteur préféré. Sylvie, vous en avez encore pour 100 ans. Bravo. 2 actions en 2018 se sont inscrites dans cette lignée de la transmission. Un grand moment avec l'organisation du forum « Pensée avec Simone de Beauvoir aujourd'hui », qui s'est tenu du 11 au 13 octobre 2018, qui a réuni des chercheurs, les chercheurs des plus en pointe sur Simone de Beauvoir, en partenariat, et avec la présence de l'International Simone de Beauvoir Society. Et évidemment, Paris 7, que je tiens à remercier chaleureusement pour son soutien sans faille. Soyons lucides, jamais la pensée de Simone de Beauvoir n'a été aussi prégnante dans notre société. On se réclame d'elle, comme jamais, car sa pensée nous parle d'avenir et d'espoir, ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Transmission, oui, c'est pour ça que j'ai initié le prix Simone de Beauvoir Junior, qui aborde aussi un aspect qui me tient très à cœur. L'école de la deuxième chance de Cergy a constitué un jury avec lequel nous nous sommes réunis pour les accompagner dans leur choix. Alors, ils sont ici aujourd'hui et je tiens à les saluer, mais surtout à leur demander de venir me rejoindre pour que vous puissiez voir ces visages. Merci de les saluer. Ils ont choisi, dans le sillage de MeToo, de récompenser l'éducation à la sexualité à travers la figure de Dr Capote, qui est là, Didier Valentin, que je demande de venir nous rejoindre. Nous remettrons le prix Simone de Beauvoir Junior à Cergy le 11 mars prochain. Et je sais que ce sera un moment important à la fois pour la ville de Cergy, mais aussi pour les membres du prix. Et voilà, donc on aura l'occasion de les retrouver. Applaudissez-les encore une fois pour leur investissement. Merci. Alors, afin de pouvoir continuer, nous avons besoin de soutien, évidemment, de soutien financier, pour doter le prix et financer tous ces projets. J'en profite pour remercier la Fondation Vinci, la Fondation Jan Michlewski, la Fondation L'Oréal, qui nous a permis de financer nos actions. Être féministe semble aujourd'hui en France une quête de tous les instants. Dans le quotidien, le harcèlement au travail et dans la rue n'a jamais reçu autant et connu autant de plaintes. La vague MeToo a permis une libération de la parole, mais le contexte social est en passe de remettre en question cette parole nouvelle. Le combat des femmes s'est toujours inscrit dans la transformation sociale de nos sociétés. Les discours de haine, de rejet des migrants, l'incapacité à penser le dialogue social sont autant de signes qui doivent nous alerter sur les reculs toujours possibles, même en démocratie. On a proposé un référendum sur le mariage pour tous. Et pourquoi pas sur le droit à l'avortement. Dans un contexte en France où les centres qui pratiquent l'IVG ferment, faute de financement, où des lobbies veulent instaurer l'ordre naturel, restaurer l'ordre naturel, avec le soutien de tous les fondamentalismes. Il y a urgence à s'organiser pour préserver ce que nous avons construit en France, libérer les femmes pour qu'elles puissent disposer de leur corps. L'Irlande, qui vient de dépénaliser le droit à l'avortement, nous montre que l'Europe peut être porteuse pour les femmes d'avancées majeures grâce aussi à l'espace que nous avons créé à travers cette Europe pour encourager, financer et soutenir des programmes et des personnalités influentes telles que Sarah,
qui a été reconnue comme personnalité d'avenir par le ministère des Affaires étrangères françaises. Ils nous recevront cet après-midi. De l'activisme à la recherche, à l'action politique, les femmes sont présentes, mais doivent être plus solidaires. Car cette solidarité paie. La reconnaissance importante du combat contre les violences sexuelles, récompensant lors du prix Nobel Nadia Mourad et le docteur Mukwege, en est un signal. Le féminisme est une conscience qui avance, même dans l'obscurité, je dirais même surtout dans l'obscurité. Merci encore d'être avec nous pour éclairer ce chemin de la liberté des femmes. Depuis la création du prix, l'Université Paris Diderot nous apporte un véritable soutien. En octobre s'est tenu, je crois que vous l'avez dit, Siem, un très bon forum qui a attiré beaucoup de chercheurs et de chercheuses sur Simone de Beauvoir et des jeunes qui sont venus connaître toute cette histoire et s'en inspirer. La présidente de l'Université Paris Diderot, Madame Christine Clerici, est vraiment une personne qui nous accompagne et qui aime le prix, et elle prendra maintenant la parole. Merci beaucoup. Madame la Présidente, chérie Chem Absubi, Madame la Présidente d'honneur, chère Sylvie Lebon de Beauvoir, Madame Sarah Garcia-Gross. La remise du prix Simone de Beauvoir est toujours pour moi un moment particulier et fort. Au fil des années, je vois ce prix s'affirmer, s'engager encore plus loin avec le fidèle soutien de l'Université Paris Diderot que je représente aujourd'hui. Le prix Simone de Beauvoir a par le passé récompensé et soutenu des femmes écrivaines, chercheuses, mais aussi et surtout des militantes qui, à travers le monde, luttent pour le droit des femmes au risque de leur vie. Le prix Simone de Beauvoir s'est interrogé au cours des années sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans bien des domaines, l'accès à l'éducation, à l'art, aux pratiques professionnelles, il s'est élevé par ses lauréates contre l'obscurantisme religieux, politique et social. Et certes, nous pouvons en être fiers, mais je suis inquiète. Je suis inquiète parce qu'une fois encore, le droit à l'avortement, la dépénalisation de l'acte, est au cœur de l'action à mener. Je suis inquiète parce qu'il y a à peine 2 ans, nous avions salué l'action du comité polonais Ratujmi Kobiety, Sauvons les femmes, qui avait fait reculer une loi restrictive sur l'avortement en Pologne. Cette année, les femmes polonaises ont de nouveau dû s'opposer à un projet visant à réprimer la possibilité d'avorter légalement. Je crois bien qu'il nous faut faire ce rappel, en fait, chaque année. Si l'avortement est légal en France depuis 1975, ce n'est pas toujours le cas dans le reste de l'Europe. Dans la plupart des pays européens, l'IVG est autorisée sur la demande de la femme, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, je ne les cite pas tous. Récemment, l'Irlande a promulgué la loi pour l'autorisation pleine de l'avortement. C'est une très belle réussite, une très belle victoire, après une très longue incertitude. Un point d'optimisme tout de même, si on regarde ça d'un point de vue positif. En revanche, dans d'autres pays d'Europe, comme le Royaume-Uni, l'avortement est légal, mais les conditions d'accès peuvent être extrêmement complexes. Nombre de semaines, autorisation parentale pour les mineurs, accord de plusieurs médecins. Et si le tableau est sombre, il est encore plus alarmant quand il s'avère que dans des pays où la loi est moins contraignante, les femmes butent néanmoins sur des obstacles. C'est le cas en Italie, où 7 professionnels de santé sur 10 refusent de pratiquer une IVG en invoquant leur clause de conscience. C'est le cas aussi en Turquie, où une femme mariée doit obtenir le consentement de son époux pour avorter. Sur les autres continents, la situation reste très contrastée. L'avortement, on le sait, est autorisé sans contrainte au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, dans les États d'Amérique. L'avortement a été dépénalisé au Chili, mais l'Argentine a voté contre la législation de ce droit. Aujourd'hui, cet acte médical est toujours totalement illégal dans une vingtaine de pays,
comme dans votre pays, Madame la lauréate, le Salvador. Nous le savons et nous le clamons, ces lois d'interdiction totale ou restrictive mettent en danger la vie des femmes et elles ne conduisent nullement à une diminution du nombre des avortements, mais bien à ce que ces avortements soient réalisés de façon illégale, clandestine, avec tout ce que ça comporte comme risque. L'organisation Amnesty International estime que 60% des femmes à travers le monde n'ont pas encore accès librement à l'avortement et que toutes les 9 secondes, une femme pratique un avortement clandestin. C'est un chiffre incroyable à notre époque. L'avènement de gouvernements ultra-conservateurs et populistes en Europe, comme partout dans le monde, fait craindre aux féministes de très grands reculs. Et je crois que c'est peut-être là aussi un point d'alerte et d'inquiétude très forte au niveau de l'Europe, mais partout dans le monde. Ces lois vont généralement, et c'est ça qui est là aussi absolument incroyable, avec une politique d'accès limité à la contraception. 64% d'avortements à risque pourraient être évités grâce à l'accès universel à la contraception, mais 225 millions de femmes n'ont pas accès aux méthodes de contraception modernes. Et pourtant, rappelez-vous, il y a 3 ans, le 15 janvier 2016, les Nations Unies reconnaissaient l'avortement comme un droit humain, un droit fondamental. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Ces propos de Simone de Beauvoir résonnent encore et tout particulièrement aujourd'hui. Ce droit est fragile, même dans les démocraties avancées, car la chape de plomb des conservatismes et des crises peut sans cesse remettre en cause ce droit. Heureusement, chaque fois qu'il est menacé, des contre-feux s'allument dans la société civile et le prix Simone de Beauvoir a souhaité cette année saluer l'action militante et citoyenne. Je le disais, je suis inquiète car je suis aussi pleine d'espoir au regard de votre action, au regard de l'action de chacune et de chacun d'entre vous, au regard des soulèvements à chaque tentative pour faire reculer nos droits. La loi existe, mais la loi ne doit pas nous dire comment il faut penser. La loi doit protéger le droit fondamental à notre corps, à notre pensée, à notre vie. Et personne ne doit entraver la liberté des femmes à recourir à ce droit. Par ce prix Simone de Beauvoir, nous mettons en lumière votre combat, nous mettons en lumière le combat de ces femmes en prison que vous aidez, mais nous lançons aussi un avertissement à tous ceux et celles qui auraient l'envie, l'intention de restreindre ce droit humain. Nous sommes là, nous veillons encore et toujours, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup. Nous entendrons maintenant Madame Hélène Bidard, qui représente ici le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Je pense, Madame, que vous vous occupez à la mairie du pôle égalité femmes-hommes. Merci beaucoup, Madame. En effet, c'est un titre de délégation un peu long, donc c'est adjointe à la maire de Paris en charge de l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et les droits humains. Alors, généralement, je finis par me présenter un peu seule à la fin du jour, je comprends bien, c'est toujours un peu long. En tout cas, je suis très heureuse ici de représenter la maire de Paris et je vous prie de l'excuser, mais vous en doutez, il s'agit d'une cause et particulièrement d'un prix qu'elle soutient bien évidemment. Madame Siem Abchi, présidente du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, je vous remercie de l'honneur que vous me faites d'être ici et je vous remercie de vos propos introductifs que je partage pleinement. Madame Sylvie Lebon de Beauvoir, présidente d'honneur, Mesdames et Messieurs les membres du jury que j'ai vu très à même de défendre la cause de votre prix, Madame Sarah Garcia-Gross, coordinatrice exécutive du Rassemblement citoyen pour la dépénalisation de l'avortement, Madame Perrault, que je me permets de saluer également, et Madame la présidente de l'Université Paris Diderot, Mesdames et Messieurs. Je tenais donc avant tout à vous souhaiter une belle année 2019, faite de victoires collectives pour les droits des femmes et pour les droits humains, de progrès pour nos combats et de réussite, de bonheur pour chacune et pour chacun.
C'est donc avec joie que je me retrouve avec vous ce matin au nom de la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et des Parisiennes et des Parisiens pour la remise du prix Simone de Beauvoir à Madame Sarah Garcia-Gross, qui nous fait donc l'honneur de sa présence ici. Merci Madame pour votre engagement, pour l'exemple de courage et de lutte que vous nous donnez, pour l'espoir que vous soulevez en Amérique latine, mais aussi ici, à Paris, en France, en Europe et dans le monde entier. Merci également à celles et ceux qui font vivre le prix Simone de Beauvoir, qui chaque année savent mettre en valeur les combats justes, significatifs, les idées novatrices et bien sûr celles qui en sont les héroïnes mondiales. Notre ville ne peut que soutenir votre démarche qui se situe au carrefour de ces engagements de solidarité internationale et de promotion des droits des femmes. En 2017, d'ailleurs, le prix Simone de Beauvoir était remis à Madame Barbara Nowacka, militante des droits à l'avortement en Pologne. C'est donc la deuxième fois en 3 ans que vous avez choisi de mettre en lumière cette question fondamentale du droit des femmes à disposer de leur corps, à choisir leur maternité, si je veux, quand je veux. Je crois que ce soutien est non seulement pertinent, mais d'une impérieuse nécessité. Ce droit élémentaire à l'IVG, qui, selon moi, devrait figurer dans notre Constitution, ici en France, reste encore à conquérir dans bien des pays. C'est bien sûr le cas au Salvador, où, sous la pression des lobbies religieux, l'avortement est rigoureusement interdit, même en cas de viol, de malformation du fœtus ou de danger grave pour la mère. Une interdiction si stricte qu'elle donne lieu à de lourdes condamnations des femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse et même en cas extrême de celles qui sont victimes de fausses couches spontanées. L'admirable travail de votre mouvement, Madame Garcia-Gross, donc le Rassemblement citoyen pour la dépénalisation de l'avortement, est dans ce contexte d'une utilité fondamentale pour la société salvadorienne et pour l'avenir de notre monde. Je veux vous dire le soutien de la ville de Paris et vous dire qu'il y a de l'espoir. Qui aurait pensé, par exemple, il y a quelques années, que l'Irlande légaliserait l'avortement comme elle l'a fait l'année dernière, par un référendum et après un très long débat démocratique. Malheureusement, si mettre en lumière le combat pour l'IVG est pertinent de nos jours, c'est aussi parce que là où le droit à l'avortement existe, il est remis en question, il est mis en danger. Cela nous rappelle à chaque fois qu'il ne s'agit pas d'acquis, mais bien de conquis pour les femmes. Il l'est par la mise en œuvre de politiques d'austérité qui réduisent l'application du droit en réduisant l'offre des centres IVG ou par l'offre du choix de la méthode. Mais c'est aussi une question qui se pose partout, à Paris même. S'il faut bien le reconnaître, notre chance à Paris d'être doté de 22 centres de planification et d'éducation familiale qui accueillent et accompagnent les femmes dans leur choix, le droit à l'avortement est aussi menacé par la montée des idées et des forces d'extrême droite et de tous les conservatismes religieux. En Italie, en Pologne, en Hongrie, au Brésil ou encore aux États-Unis, où des hommes populistes et violents se font les porte-paroles des conceptions les plus réactionnaires sur les droits des femmes et de la famille. Là encore, et malgré la dureté du combat, il y a de l'espoir. En Espagne et en Pologne, les femmes ont réussi, et dans le cas de la Pologne, ce fut d'ailleurs le seul grand mouvement social que le pays ait connu depuis des années. Il a réussi à barrer la route à une interdiction totale à l'avortement. Au Brésil ou aux États-Unis, les femmes sont aussi à la pointe des résistances pour leurs droits. Mesdames et messieurs, pour conclure, je suis convaincue que dans un monde interdépendant et connecté comme le nôtre, que plus nous ferons montre de la solidarité internationale, plus nous serons capables de coopérer, de nous informer mutuellement, construire des campagnes internationales, plus nous aurons de victoires. Aussi, Madame Garcia-Gross, je tiens à saluer votre travail en réseau, à l'échelle de l'Amérique latine, et l'apport de votre combat pour les droits des femmes, mais aussi pour les personnes LGBT, de façon plus générale, car c'est grâce à vous et aux organisations avec qui vous travaillez que se poursuit la prise de conscience mondiale face aux violences sexistes. Je veux enfin vous assurer du soutien de notre collectivité à l'appel international que vous lancez ce jour pour les femmes du Salvador. Je vous remercie beaucoup. C'est Madame Nicole Fernandez-Ferrer qui est la directrice du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui va présenter la lauréate.
Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir existe depuis 32 ans et Nicole en est la directrice depuis plus d'une quinzaine d'années. Le travail accompli est remarquable dans ce centre. Il y a beaucoup de films, beaucoup d'archives papier également. Et le centre travaille sur l'analyse des films basés sur le genre et les stéréotypes. Nicole est parmi nous une féministe très engagée. Elle s'intéresse beaucoup aux jeunes. Elle va dans des lycées, des collèges, elle présente des films. Aussi, elle va dans des prisons pour les hommes et les femmes. Hier soir, elle a présidé une réunion qui s'est tenue grâce à Maître Dominique Borde, qui nous aide beaucoup depuis des années. Nicole a présidé une réunion avec les membres du planning familial de Paris. Et nous avons eu un panorama de ce qui se passe dans plusieurs continents. Nicole, voulez-vous prendre la parole parce que c'est vous qui nous avez mis sur la piste de Sarah. Je vais faire un peu de décoration. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un foulard qui est porté dans les manifestations en fait, de femmes et d'hommes qui se battent pour la dépénalisation de l'avortement. Alors, je vais essayer de le nouer. Ça tient ? Bon. Parfait. Estimada y querida compañera Sara. Vous inquiétez pas, après c'est en français. C'était juste... Chères toutes et toutes, militantes, responsables associatifs, universitaires, écrivaines, philosophes, représentantes d'institutions d'État, de la région, de la ville et du monde. Lorsque j'ai rencontré Sara García Gross, grâce au programme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont d'ailleurs plusieurs membres sont présents dans la salle, c'était au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir en juin dernier. Sarah avait exprimé le désir de nous rencontrer et nous étions tout à fait ravis de l'accueillir et d'accueillir une militante féministe salvadorienne. Avant ton arrivée, Sarah, je dois te dire que certaines d'entre nous se sont précipitées sur une carte du monde pour bien situer le Salvador. On a vu que c'était donc en Amérique centrale et ça a confirmé ce qu'on pensait. Sarah, j'aimerais beaucoup bien te présenter sans éluder et sans édulcorer toutes les facettes de ta personnalité. Tu es activiste contre la pénalisation de l'avortement au Salvador, mais tu es aussi très active sur les fronts des droits des femmes et des droits humains. Tu es née au nord-ouest du Salvador, à Santa Ana, que les Mayas avaient nommé Cihuitihuacan, qui est, et ça veut dire le lieu des prêtresses. Alors je trouve ça assez... il faut que je lui demande l'explication, mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est assez significatif. En essayant de savoir si tu étais tombée toute jeune dans un chaudron de potions magiques de sorcières du type « Tremate, tremate, le streghe son tornate », slogan italien que vous connaissez, « Tremblez, tremblez, les sorcières sont revenues », je t'ai entendu dire qu'être féministe est une expérience liée à la liberté avec un grand L. Pour toi, c'est à la fois s'auto-questionner, être critique, se reconstruire, imaginer et penser à notre monde. Être féministe, pour toi, c'est savoir regarder sa propre histoire, reconnaître et honorer ses origines, redonner de la visibilité à celles qui nous ont précédées et s'appuyer sur la sororité pour lutter. Tu es convaincue qu'être féministe, c'est écouter, mais aussi dénoncer, descendre dans la rue et prendre un mégaphone pour nommer ce que le système patriarcal veut taire. Être féministe, pour toi, Sarah, c'est semer de l'espoir et récolter de la liberté. C'est reconnaître les oppressions de genre, de classe et de race. C'est parler d'intersectionnalité et c'est la complicité avec d'autres femmes, lutter ensemble. Car comme l'énonce Awatiam dans La parole aux négresses, un livre qui a été édité en 1978, donc je cite, « Il faut opposer une résistance active, une résistance effective à toute oppression, d'où qu'elle vienne et à tout moment. Seule une multitude de voix, une multitude de résistances pourrait changer la face actuelle du monde. » Fin de citation.
Ce n'est pas un programme, mais c'est vraiment le projet de ta vie, la réalisation d'actions concrètes, car la lutte pour les droits des femmes traverse ton corps et s'inscrit dans ton histoire. Tu dis lutter pour toi-même et pour tes sœurs, tes compagnes, qu'ensemble nous pouvons vaincre les injustices. Tu agis pour que le patriarcat soit anéanti et que le féminisme triomphe. Là, je cite Sarah. Tu as suivi des études de psychologie, des études de genre, des cours d'économie solidaire. Tu t'es formée à l'art du débat féministe. J'ai donc appris qu'au Salvador, il y avait des cours de débat féministe, que je trouve génial. Et actuellement, tu prépares à Buenos Aires un master de droits humains et de démocratisation. Depuis plusieurs années maintenant, tu milites avec de nombreuses associations féministes et LGBTQI en Amérique latine, comme le collectif féministe dont Alejandra, qui est ici devant, est une représentante, avec la Sombría Centroamericana, le groupe d'initiative mésoaméricaine de défense des droits humains, la Radio de Todas, qui est la radio d'eux et pour toutes, et pour le droit de décider soi-même de sa vie. En 2020, tu as participé activement à la 15e rencontre féministe d'Amérique latine et de la Caraïbe. J'aimerais citer un fragment de texte qui m'a fait penser à toi. Donc je cite, c'est un texte de Gloria Anzaldúa, que certaines d'entre vous connaissent peut-être. Le livre s'appelle « La conscience de la métisse », donc la conscience de la métisse, vers une nouvelle conscience, et il a été édité en 1987, traduit par Paola Baqueta et Jules Falquet. Donc je cite, « En tant que métisse, je n'ai pas de pays. Mon pays m'a expulsée. Pourtant, tous les pays sont miens parce que je suis la sœur ou l'amante potentielle de chaque femme. En tant que lesbienne, je n'ai pas de peuple. Mon propre peuple m'a reniée, mais j'appartiens à tous les peuples, car ce qu'il y a de queer en moi existe dans tous les peuples. Je suis sans culture parce qu'en tant que féministe, je défie les croyances collectives, culturelles et religieuses d'inspiration masculine, indigéno-hispanique et anglo-saxonne. Pourtant, je suis inscrite dans une culture parce que je participe à la création d'une nouvelle culture, d'un nouveau récit pour expliquer le monde et notre participation à ce monde, un nouveau système de valeurs dont les images et les symboles nous lient les uns les unes aux autres et à la planète. Je trouve que ce texte est tout à fait, correspond à l'image que j'ai de Sarah depuis que je la connais. Muchas gracias, Sarah. Merci pour ton travail au Salvador et bien au-delà, pour ta détermination et ton enthousiasme, et pour être venue recevoir en personne le prix 2019 Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Cela me tient particulièrement à cœur car les fondatrices du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos, malheureusement décédée, et Johanna Wider, se sont toujours battues et ont mené des actions pour le droit à l'avortement, les droits humains et les droits LGBT. Que vivent les féministes et les personnes LGBTQI qui se battent partout dans le monde contre les conservatismes, les nationalismes et les populismes. Merci. C'est le grand moment de la remise du prix. Notre séance est filmée et je voudrais vous demander si vous pouvez attendre avant de venir faire vos photos, comme vous le faites chaque année, que les cinéastes aient terminé leur travail, parce qu'il faut bien vous le dire, nous n'avons aucun film de la fin de la cérémonie parce qu'il y a trop de monde qui viennent trop vite et c'est très gentil, saluer. Alors, je vais demander à Sylvie Lebon de Beauvoir et Hichem Siem Abdi de bien vouloir... je ne vous oublie pas de bien vouloir remettre le prix, mais avant, je sais, Siem, que vous voulez nous dire quelque chose. Merci, Madeleine. Merci, Nicole, pour cet hommage à cette personnalité remarquable, à cette joie de vivre qui irradie et redonne de l'espoir à son contact. Chère Sarah, c'est la dimension sociale et politique de votre combat que je souhaiterais saluer et qu'il m'incombe de souligner tant il fait écho à ce long combat porté par Simone de Beauvoir, par Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny en 1972, par l'appel des 343, par les associations féministes qui ont soutenu, aidé, soigné des milliers de femmes comme vous le faites aujourd'hui. Le procès de Bobigny est l'affaire judiciaire tournant de ce combat.
convoquant dans ce tribunal la société en témoin principal. Simone Veil doit ici être saluée dans sa lutte sur le plan politique pour inscrire cette loi en 1975. C'est toute une généalogie de femmes militantes, juristes, intellectuelles, dont nous sommes les héritières. Et donc, à notre tour, nous portons une responsabilité dans la pérennité, l'avancée de ce droit universel pour toutes. Car il s'agit pour vous non seulement de défendre ces femmes, mais aussi de faire progresser le droit en vous adressant aux juges. Un premier résultat encourageant a été obtenu, la libération le 15 février 2018 de Théodora Vasquez, condamnée à 30 ans de prison en 2008 pour une fausse couche, qualifiée à tort d'homicide aggravé. Sara Garcia Gross agit aussi en direction des législateurs. Elle insiste auprès d'eux pour qu'ils respectent la laïcité. En effet, ces pouvoirs politiques s'appuient sur la religion pour renforcer le patriarcat et faire du corps des femmes la clé de voûte d'un projet politique soutenu par les conservatismes, les fanatiques de tous bords, Opus Dei, évangélistes, catholiques intégristes. Vous interpellez, Sarah. Notre conscience peut-elle accepter que de telles injustices puissent être commises au nom de la société? L'humanité peut-elle accepter qu'une partie soit enfermée dans une culpabilité liée au péché originel, torturée, emprisonnée, réduite à l'humiliation, mise à genoux? Votre travail acharné auprès des femmes montre les multiples dimensions de votre combat. Activisme, protection des femmes, influence, travail juridique, mobilisation des réseaux en Amérique latine. À travers vous, c'est le combat de ces réseaux de femmes que nous saluons aujourd'hui. L'Amérique latine est un continent où le droit des femmes est un facteur clé des luttes démocratiques. Très largement, les défenseurs des droits des femmes et des défenseurs des droits humains y affrontent un conservatisme religieux en développement. L'Argentine a récemment rejeté une proposition de loi visant à autoriser l'interruption volontaire de grossesse. Le Brésil a élu un ennemi déclaré du droit des femmes. Et les militantes y sont désormais de plus en plus victimes d'agressions physiques. Mais il y a aussi de l'espoir, car la toute nouvelle ministre de l'Intérieur du Mexique, Olga Sánchez Cordero, lectrice de Simone de Beauvoir, s'apprête à faire légaliser l'avortement dans sa ville de Mexico. Cette focalisation, cette obsession du corps des femmes n'est pas une nouveauté. On peut ici clairement faire le parallèle avec le projet de la République islamique d'Iran. Et je voudrais ici saluer le combat des femmes iraniennes au péril de leur vie, tous les jours, au quotidien dans les rues, dans la campagne « Ma liberté furtive ». Alors pourquoi enfermer les femmes dans le biologique? Il faut ici citer Spinoza et la Boétie. Comment se fait-il que les hommes combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut? En Europe, l'esprit de liberté s'est constitué en se libérant, en s'affranchissant de deux tyrannies, celle du corps et du temps. Simone de Beauvoir nous invite à nous libérer des servitudes extérieures, mais aussi, et encore plus, des servitudes intérieures qui entravent notre capacité d'agir dans le monde. Une nouvelle forme d'identité reposant sur l'enchaînement originel au corps s'impose. Le lien social authentique devient le lien de la communauté de sang, la femme étant réduite à être garante de la filiation du légitime, mais aussi gardienne du temps, du passé, réduit brutalement à l'hérédité. Un passé indépassable, immuable. L'expérience du corps biologique et ce rapport au temps, irrévocable, à travers l'enchaînement au corps, trouve sa réalisation dans l'obligation à la procréation
et révèle un projet politique qui a montré ses funestes finalités. Cet enchaînement au corps biologique prend pour signe, pour étendard, le corps emprisonné de la femme. Accepter l'enchaînement au corps originel, au biologique, revient à une adhérence du moi au corps, qui préfigure l'enchaînement de masse au biologique, au sang de tout un peuple, empêchant toute altérité au monde. Il n'y a plus de distance à soi. C'est aussi cesser de jouer. Comme le dit si bien Sarah, dépénaliser les consciences pour libérer l'imaginaire. Refuser cette adhérence entre le moi et le corps, c'est redonner un champ de possibles, refuser le passé ineffaçable pour libérer cet écart entre être un corps et avoir un corps. Comme nous le dit Simone de Beauvoir, je suis ce corps et je suis autre chose que ce corps. Ainsi, tous ces mouvements de MeToo à la marée verte en Argentine, ni una menos, mais aussi en Italie, non una di meno, ou encore le mouvement de solidarité entre les femmes en Pologne contre la restriction de l'accès à l'IVG, les mobilisations au Maroc aujourd'hui pour l'accès à l'avortement, en Afrique contre les violences faites aux femmes. Tous ces mouvements ouvrent un espoir de lutte. Chaque femme ressent le message de ces mouvements. Personne ne peut plus nier l'existence d'une violence larvée dans nos sociétés. Il y a quelque chose d'insupportable, comme si le seuil de tolérance avait été atteint. Le vase déborde de cris de celles qui ne supportent plus l'agression, l'humiliation, mais aussi le manque de partage du pouvoir, de l'espace intime, de la sexualité. Voilà ce que j'entends dans le message de Sara Garcia Gross. L'articulation entre le combat social et le droit à disposer de son corps, que vous posez comme un préalable à tout engagement politique. Je reprends à mon compte votre message. Dépénalisons les consciences pour libérer l'imaginaire des femmes et donc la société tout entière. Chère Sarah, je suis heureuse, au nom des membres du prix, de vous remettre le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2019. Nous allons maintenant entendre notre jeune Sarah. Muchas gracias, compañeras. Un abrazo lleno de sororidad, en especial toute ma gratitude de sœur aux membres du prix, au centre Simone de Beauvoir, et aussi aux camarades qui ont rendu cette reconnaissance possible, à toutes celles qui font partie de notre histoire féministe, de notre généalogie, aux femmes qui ont fait exister l'action féministe. Au Salvador, la première, Prudencia Ayala, qui a osé s'élever contre le système patriarcal avec la seule force de sa canne. Les femmes ont lutté contre la colonisation, elles ont constitué la résistance indigène dans notre pays. Elles ont pris le maquis pour être des guerrilleras, nourries par le rêve d'un monde meilleur. Tula, Melida, Febe, parmi bien d'autres dont l'histoire officielle n'a pas retenu les noms. Ces guérilleras ont dû lutter au lendemain de la guerre pour que leur rôle ne soit pas passé sous silence dans les accords de paix signés en 1992, qui ont constitué une pierre angulaire d'une société plus juste. Morena Herrera, América Romualdo, Mercedes Cañas, Silvia Matus, nombre d'entre elles ont créé des organisations féministes pour lutter contre un système qui attentait à nos vies. Ma gratitude enfin aux amis et aux compañeras qui luttent à nos côtés
mue par la joie et l'espoir de venir à bout des injustices patriarcales. Mon entrée en féminisme a eu lieu il y a 10 ans. Je me souviens de ma participation à l'école du débat féministe à Las Niñas, où j'ai enfin pu mettre des mots sur les oppressions auxquelles avaient été soumis mon corps et mon histoire. Dans cette école, on abordait des sujets tels que la division sexuelle du travail, les droits sexuels et reproductifs, la participation des femmes en politique. C'est à cette époque que j'ai eu connaissance de l'affaire de Karina, accusée d'avortement et condamnée à 30 ans de prison pour homicide aggravé. La prison pour avoir avorté, la prison pour être femme, la prison pour être pauvre. J'ai été horrifiée par son histoire. Comment des vies réelles, avec des trajectoires, des projets, des rêves, pouvaient être déviées, annulées, pour n'être plus que des vies en puissance. Cela m'a fait remettre en question le rôle si ancré de la maternité dans la société salvadorienne et latino-américaine. Un rôle idéalisé qui occulte des réalités telles que la maternité forcée. L'injustice subie par Karina a éclaté au grand jour et cet épisode a constitué un tournant dans ma vie. Un groupe de femmes, membres du collectif féministe pour le développement local, a entrepris un combat pour la libération de Karina. Elles ont frappé à toutes les portes. Certaines organisations se sont contentées de leur dire qu'il n'y avait rien à faire, que l'affaire était classée. Mais elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont réussi à s'entourer d'experts, d'avocates, d'avocats pour lancer le mouvement solidaire avec Karina. Leur force, leur persévérance, leur solidarité ont permis la libération de Karina en 2009 grâce à une révision de son jugement. Désormais, la réalité de l'avortement et les conséquences de sa pénalisation ne pouvaient plus être ignorées. L'avortement a été pénalisé au Salvador en 1997, puis en 1999, des groupes conservateurs ont obtenu une réforme de la Constitution pour que la protection de la vie humaine s'applique dès l'instant de la conception. Ces réformes législatives et constitutionnelles ont entraîné des conséquences très graves, telles que la persécution active de femmes qui s'adressaient aux services de santé publique pour des avortements ou des urgences obstétriques, mais aussi une forte tendance à la censure et à l'autocensure des mouvements sociaux, puisque la pénalisation de l'avortement faisait encourir des peines de prison à quiconque encourageait ou facilitait l'accès à l'interruption de grossesse. La lutte pour la libération de Karina a rompu le silence. Karina a déclaré « Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres femmes en prison qui ont vécu la même chose que moi ». Dans ce contexte, une rencontre binationale a eu lieu avec le Nicaragua, où l'avortement fait également l'objet d'une criminalisation absolue. J'ai eu l'opportunité de participer à cette rencontre et c'est là que nous avons décidé de créer le Rassemblement citoyen pour la dépénalisation de l'avortement, un espace ouvert pour pouvoir lutter pour la liberté et pour pouvoir dire ce que la société salvadorienne taisait, pouvoir rompre la surdité sélective du système dominant face à l'avortement et pour parler autrement de l'être femme, pour dénoncer les injustices et les violences structurelles impliquées par la criminalisation absolue de l'avortement au Salvador. Nous avons adopté 3 lignes stratégiques au sein du Rassemblement. Tout d'abord, la lutte pour la liberté des femmes, la défense juridique et sociale de femmes telles que Karina qui ont été inculpées abusivement. Depuis 2009, nous avons obtenu la libération de 28 femmes grâce à la solidarité et au féminisme international, grâce à une protestation sociale créative et persistante. La deuxième ligne stratégique concerne le changement de l'imaginaire social quant à l'avortement, l'élaboration de nouveaux récits qui permettent de dépasser la stigmatisation. Et enfin, la troisième démarche stratégique vise la modification des lois à travers des propositions de réformes législatives et des recours en inconstitutionnalité. Mener ce combat dans un pays si violent n'est pas chose facile. La violence et la pauvreté sont structurelles dans ce pays. Le taux de féminicide est plus qu'alarmant. Pas moins de 353 femmes ont été assassinées en 2018 simplement parce qu'elles étaient femmes. Un pays en lequel diariamente 13 mujeres enfrentan violencia sexual. Un país donde hay
13 femmes par jour subissent des violences sexuelles. Plus de 600 crimes de haine sont commis contre des personnes LGBTI. Dans cette réalité de douleur, d'impunité et d'injustice, lutter pour que nous, les femmes, puissions disposer de nos corps et de nos vies relève d'un acte révolutionnaire. La défense des droits constitue un risque permanent. Nous subissons des attaques telles que des menaces et des tentatives de criminalisation et de stigmatisation de la part de groupes conservateurs appuyés par des entreprises privées et l'Opus Dei. Amenazas e intentos de criminalización, estigmatización. Nous accusent de faire l'apologie du délit, de former des groupements illégaux, simplement parce que l'idée de la liberté des femmes leur est intolérable. Ces groupes s'érigent en défenseurs de la vie. Or, ce qu'ils prônent en réalité est le recours dans notre pays aux avortements clandestins. C'est la mort ou l'emprisonnement de femmes en détresse, souvent des survivantes de violences sexuelles. Nous contestons et nous dénonçons leur dualité morale. L'extrême droite salvadorienne a en effet proposé une réforme du code pénal pour prolonger la peine de prison pour avortement à 50 ans. Autrement dit, la prison à vie pour les femmes, ce qui constitue un message de haine adressé à 54% de la population salvadorienne. En dépit de tous ces obstacles, nous continuons de lutter pour la justice et la liberté des femmes. 2018 a été une année particulièrement encourageante. Le combat social, collectif, judiciaire a mené à la libération de 7 femmes. Teodora, Tatiana, Mayra, Mariana, Catherine, Elsie et Imelda. J'admire chacune de ces camarades qui a résisté et combattu depuis les centres de torture et de détention. Le féminisme a été le levier qui a permis de dénoncer la violence d'État contre les femmes. Il a permis que des femmes telles que Teodora, condamnée à 30 ans de prison, Imelda, victime de viols systématiques de la part de son beau-père, Teresa, condamnée à 40 ans de prison, soit aujourd'hui toutes relâchées grâce à un combat féministe incessant. Mais aussi grâce à la solidarité qui nous a été témoignée depuis l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les pays européens qui se sont manifestés, se sont rendus dans les ambassades du Salvador, ont envoyé des lettres, des messages sur les réseaux sociaux pour se joindre à ce cri collectif. Le féminisme international a été fondamental dans l'avancée de ces combats. Ces combats ne sont pas finis, car certes, nous nous réjouissons des libérations, mais il reste encore 25 femmes. 25 femmes incarcérées injustement, exécutant une peine qui n'est pas la leur. La loi en matière d'avortement reste très restrictive et misogyne, et le système continue de nous opprimer. C'est en cela que cette reconnaissance revêt une valeur de dénonciation du système patriarcal, misogyne, raciste et hétérocentrique qui emprisonne injustement, exerce la torture, des traitements cruels, inhumains, dégradants et qui induit des grossesses forcées, qui détruit tout bonnement nos vies. Aujourd'hui, en Amérique latine et aux Caraïbes, une véritable croisade est menée contre les féministes, contre nous toutes qui luttons pour la vie et la liberté, et qui faisons l'objet d'une nouvelle chasse aux sorcières. Nous le voyons au Brésil, avec Bolsonaro, où les régressions racistes, misogynes et homo-lesbo-transphobes impliquent des violations des droits fondamentaux. Nous le voyons au Nicaragua, où les féministes luttent contre la dictature et où elles furent les premières à dénoncer les abus de pouvoir de Ortega et Murillo, les politiques néolibérales et la violation des droits humains. J'admire les féministes nicaraguayennes qui, dans un pays où l'avortement est pénalisé car la vie des femmes n'importe pas, persistent et résistent. Nous voyons l'horreur de nos yeux lorsque les gouvernements d'Amérique centrale expulsent, principalement du Salvador, de Honduras, du Guatemala et du Nicaragua, des milliers de personnes à qui la violence et la pauvreté structurelle ôtent la possibilité de choisir, l'opportunité de construire un projet de vie. Les caravanes de migrants se lancent vers l'Amérique du Nord et se heurtent au racisme et à la xénophobie institutionnelle et sociale. Le moment est venu de dénoncer,
de lutter. Pour paraphraser la poétesse salvadorienne Amada Libertad, je dirais que le moment est venu de laisser éclater l'indignation qui bat dans notre conscience. Ainsi que l'a pointé Simone de Beauvoir dans le manifeste de 343, l'avortement libre et gratuit n'est pas notre seul cheval de bataille. Cette demande n'est qu'une exigence élémentaire. Si elle n'est pas prise en compte, le combat politique ne peut être entrepris. La réappropriation de notre corps constitue pour nous les femmes une nécessité vitale. À l'échelle de l'histoire, notre situation est quelque peu singulière. Dans une société moderne telle que la nôtre, nous sommes des êtres humains privés du droit de disposer de leur corps. Seuls les esclaves ont connu par le passé un tel sort. En lisant ce manifeste des 343, je me dis que sur le plan du droit à un avortement légal, le Salvador semble en être resté à la France des années 70. Nous sommes en 2019 et pourtant nous continuons de subir des lois qui attentent contre nos projets de vie. Au Salvador, nous avons besoin de femmes en politique qui, à l'instar de Simone Veil, fassent valoir avec courage l'exigence citoyenne des femmes à disposer de leur corps, de leur santé, de leur vie. Ainsi, en ce jour de commémoration de la naissance de Simone de Beauvoir, je reçois cette distinction comme un symbole d'espérance et de solidarité féminine envers la lutte pour la vie et la liberté des femmes au Salvador. Aussi, je lance un appel pour qu'en France et dans les 4 coins du monde, nous nous unissions à la lutte contre la criminalisation de l'avortement et que toutes et tous ensemble, nous demandions la justice et la liberté immédiate pour les 17 femmes incarcérées en raison de la pénalisation absolue de l'avortement. Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment historique pour les féministes du monde. La marée verte de nos camarades argentines et leur lutte pour un avortement légal, sans risque et gratuit a placé le combat féministe au premier plan. La joie et l'espoir portés par ces millions de personnes défilant dans la rue nous a donné de la force. La marée s'est transformée en tsunami. Elle a bouleversé les imaginaires et débanalisé les consciences. Nous savons que ce cri collectif n'aura de cesse de s'amplifier. Nous savons que le machisme échouera et que l'avortement sera légal au Salvador, en Argentine et dans toute l'Amérique latine. Super bien,